suis un homme de radio, vous savez. Pas un écrivain. Nom de Zeus! Le coup de foudre, c'est ça. De 13h à 14h, Georges Vernat et son équipe accueillent des passionnés pour vous faire entrer dans leur univers. Coup de foudre, c'est tout de suite sur Prune. À vos casques, prêts, radio, bienvenue dans Coup de foudre, l'étincelle de votre samedi. Nous y voilà, le dernier épisode de la saison 2021-2022. J'ai un gros sentiment de fierté en me rappelant les débuts, l'hésitation pour lancer l'émission, l'inquiétude pour avoir nos premiers invités. Et puis en fait, les choses se sont déroulées gentiment. On a reçu plein d'humains intéressants dans ce studio depuis octobre de l'année dernière. Du jeu d'échecs à la photographie, en passant par le dessin, la lutherie, la spiruline ou le kung-fu, elles et ils sont venus se confier sur leur parcours, sur ces moments clés où l'on choisit de ne pas vivre passivement en retrait sur le banc de touche. Coup de foudre, au fond, c'est une sorte de laboratoire. Interviewer quelqu'un, c'est poser un microscope, choisir sa taille de grossissement et regarder avec intérêt ce qui apparaît sous nos yeux. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Pour comprendre, tout simplement comme les scientifiques. Parce qu'à ces échelles bien trop petites pour nos yeux, des milliers de choses s'agitent en permanence, vivent, se reproduisent, se dévorent, se dupliquent, sans qu'on n'en sache rien. Donc, je cherche juste à comprendre. C'est quoi vivre avec passion ? Y a-t-il une recette miracle, un ingrédient caché, une étincelle détenue par certains ? Comment ne pas passer à côté de soi-même ? Pour clore cette introduction, je tenais à saluer une personne qui m'a non seulement fait découvrir la radio, mais qui m'a aussi, sans le savoir, donné l'idée de créer Coup de foudre, Alain Werner. C'est lui qui m'avait le premier reçu dans un studio de radio en 2010, qui m'avait donné une tribune pour parler de ma passion pour la poésie et une place de chroniqueur. Dans son émission, qui s'appelait « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans », qui est une référence à un vers de Rimbaud, j'avais découvert le gros kiff de faire de la radio. Donc, où que tu sois, Alain, merci. J'en profite pour vous présenter le reste de l'équipe. Donc d'abord Roma qui nous proposera une chronique retraçant son amour pour les enquêtes. Elle sera en studio avec nous tout à l'heure. Ensuite, Brian, notre chroniqueur Globetrotter. Salut Brian. Ouais, salut, bonjour à tous. Tu vas nous parler de l'aventure plutôt difficile de deux alpinistes, c'est ça ? Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, on va partir dans l'Himalaya et plus précisément sur le massif de l'Annapurna. Bah super. Et Guillaume qui fut notre premier réal et qui sera le dernier pour la saison. Salut Guillaume. Salut Georges, merci de me réinviter. Bah merci d'être là. Et aujourd'hui dans Coup de foudre, nous recevons... Attendez, on me dit quelque chose dans l'oreillette. Non mais attends, panique pas, qu'est-ce qu'il y a ? Comment ça, pas d'invité ? Vous vous foutez de moi ? Attendez, mais on m'annonce ça au dernier moment comme ça alors qu'on est à l'antenne ? Mais qu'est-ce que ce boulot hein ? Excusez-moi, auditrices et auditeurs, c'est quand même assez gênant. Comment on va faire ça ? Bon, écoutez, au diable l'invité, on va s'interviewer nous-mêmes. Voilà. Donc aujourd'hui, dans Coup de foudre, nous recevons l'équipe de Coup de foudre. Roma, Brian, Guillaume et moi-même. Tiens, allez, interview croisée aujourd'hui en studio. Et même quiz éclair croisé. On est fous. Je lance le quiz éclair, on répond le plus vite possible l'un après l'autre en alternant. C'est parti. Guillaume, vitesse ou lenteur ? Lenteur. Brian, sucré ou salé ? Salé. Pour moi, vers métrique ou vers libre ? Putain, pourquoi j'ai choisi cette question ? Les deux. Guillaume, T'as vote réfléchi un peu trop. Hein. C'est vrai ça. Vote ou abstention, Guillaume ? Vote. Ok. Ville ou campagne, Brian ? Campagne. Ok. Pour moi, karaté ou kung-fu ? On va dire kung-fu, c'est plus mon quotidien. Guillaume, thé ou café ? Café. Ouais, je le savais. Brian, penser ou vivre ? Vivre. Pour moi, chat ou chien ? Chat. Guillaume, mer ou montagne ? Mer. Brian, organisé ou bordélique ? Les deux. Ok. Et pour moi, la dernière, passé ou futur ? Putain, c'est pas un cadeau celle-ci. Hein. On va dire futur. Voilà. Les gens qui m'ont dit présent, je trouve que c'est une belle réponse aussi, mais je vais dire futur parce que c'est là que j'ai envie de me projeter. Et on va tout de suite entamer les interviews avec le fameux jingle à la bouche, hein, qui est un petit peu la marque de fabrique ici à Coup de foudre. Attention, 1, 2, 3.
Pam, pam, pam. L'interview. On va commencer avec l'un de vous deux. Qui veut passer en premier? Allez, je me jette à l'eau. Très bien. Alors Brian, je vais commencer par te poser la question de Roma, puisque pour l'instant elle n'est pas en studio, elle bosse le samedi, Roma. Elle va nous rejoindre dans très peu de temps. Roma te demande, Brian, pour commencer, merci à toi pour nous avoir fait voyager tout au long de l'année. Est-ce que tu peux nous révéler la destination de ton prochain voyage et nous en dire un peu plus? Oui, c'est en cours de route, effectivement. J'ai pour projet de partir très prochainement en Amérique latine, et plus précisément au Nicaragua. Donc voilà, un pays que je ne connaissais pas. J'ai découvert l'an dernier le Mexique, que j'ai vraiment adoré, notamment sur toute la côte Pacifique. Et du coup, j'ai décidé de réitérer l'expérience de la côte Pacifique, mais du coup au Nicaragua, pays beaucoup moins touristique que le Mexique, et où la douceur de vivre et on va dire le chill règne. Du coup, voilà, je pars là-bas dans l'objectif de découvrir une culture, de découvrir des saveurs culinaires, et de me reposer aussi, et de faire du surf. Voilà un petit peu Tu nous avais fait une chronique sur le Nicaragua, si je ne m'abuse. Non, pas sur le Nicaragua, j'en avais fait une sur le Guatemala. Ah, pardon, autant pour moi. On est dans le même secteur. Parce que quand tu as dit chill, c'est l'ambiance qui avait l'air de régner aussi au Guatemala. Ouais, en Amérique latine, généralement c'est plutôt ambiance beaucoup de Jamaïcains. Étonnamment, beaucoup de Jamaïcains. Donc c'est un peu l'ambiance, pour reprendre une de mes chroniques, Pura Vida. C'est cool, tranquille, amusons-nous, aimons-nous surtout, aimons-nous. Et tu partiras en backpacker, j'imagine, puisque on sait que c'est ton... C'est ça, ouais. Je pars en sac à dos, et c'est pas un mince périple, parce que pour vous imager un peu le scénario, pour aller au Nicaragua, c'est très compliqué, à part si on a 3000 € à dépenser dans des billets d'avion. Ce qui n'est pas mon cas. Du coup, voilà, pour s'y rendre, c'est facile. Il faut partir de Paris à la Montréal, de Montréal à la Toronto, de Toronto à Mexico, de Mexico à Managua. Voilà, ce qui représente 30 heures d'avion et 4 vols. Ah oui, effectivement. Donc voilà, c'est pas une mince affaire de s'y rendre, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle. Faut avoir le temps de voyager, ce qui est mon cas en l'occurrence. Donc pas grave, je ferai plein de stops dans plein de villes que je ne connais pas, et puis pourquoi pas visiter par la même occasion le Canada que je ne connais pas. Et donc Nicaragua pendant 1 mois et demi. 1 mois et demi. Ouais, je vais faire 1 mois et demi de soleil et de découverte, de volcans, de plages, de gens, surtout de gens en fait. C'est ce que je recherche le plus. Rencontrer des cultures, rencontrer des gens, que ce soit des locaux ou pas, juste d'autres touristes aussi, mais voilà. Et tu es sûr que tu auras assez de place dans ton sac à dos pour autant de souvenirs? Et je pars avec rien. Donc j'aurai beaucoup de place. Sac à dos vide et prêt à être rempli. C'est ça, exactement. C'est cool. Guillaume, tu avais une question pour Brian aussi, du coup? Eh bien oui, tu nous as partagé ton amour des sports de glisse, et je voulais savoir quel était ton tout premier souvenir de sport de glisse, et pourquoi ça t'a marqué autant? Alors ça, c'est pas une question vraiment facile de remonter si loin dans le passé, de chercher ce premier souvenir. C'est facile de descendre la vague, mais c'est pas facile de la remonter. Ouais, c'est pas facile de la remonter, c'est ça. Est-ce que c'était la sensation sur des rollers à 4 roues? Est-ce que c'était une petite planche de skate en plastique? Je vais partir sur le skate. Je vais partir sur le skate parce que mon grand-père, il y a très longtemps, m'avait acheté une planche de skate. Je pense que c'est pas mon premier souvenir de glisse, mais c'est le premier qui m'a, je pense, marqué, parce que voilà, c'était ma première planche, et voilà, j'ai pu découvrir le skate sur un endroit pas du tout adapté, sur des vieux pavés, donc du coup pas très très simple de faire du skate, où du coup j'ai pas vraiment de souvenirs précis, mais je me rappelle me casser la gueule pas mal de fois. Oui, ça devait secouer les neurones. Mais toujours continuer à descendre, à remonter, et je pense que voilà, je sais pas si c'est génétique ou pas, cette passion pour le sport, pour les sports de glisse, je n'en sais rien, mais du coup j'ai jamais arrêté, et j'ai toujours continué, et je souhaite que ça continue encore autant que je peux et tant que mon corps me le permet. Continue à glisser. Et ma question du coup, tu nous as confié travailler dans un métier étonnant, tu participes à la fabrication de quelque chose qui est partout autour de nous, mais qu'on ne connaît pas en fait. La plupart des gens ignorent totalement. Et tu peux nous parler un peu de ça ? Ouais, alors là, ça va être, je vais vous parler de ce que je fais. Déjà, je travaille dans la communication, donc je suis chargé de communication, et je travaille pour une entreprise qui fabrique des tarots
tarot AUD et non OT. Donc, la seule différence, c'est que nous, on produit justement de l'outillage coupant pour être très précis. Et pour expliquer un petit peu aux auditeurs ce que c'est un tarot, c'est quand vous prenez une vis et un écrou et qu'on veut visser l'écrou sur la vis, on a un filet à l'intérieur qui permet de visser. Et donc du coup, moi, je vends le produit qui s'appelle un tarot qui permet de créer ce filetage. Un taraudeur. Voilà, un tarot ça s'appelle. Et tarot, okay. l'action de tarauder. De tarauder, du coup, s'appelle faire du taraudage. Voilà, en gros, tu taraudes. D'accord. Et du coup, voilà, on se rend pas compte, mais c'est un produit qu'on a vraiment partout autour de nous. Vous regardez même pour visser une bouteille en plastique. Voilà, il y a un filet. Il y en a partout autour de vous, dans les ordinateurs qu'on a devant, on a des filets. Il y en a vraiment, vraiment, vraiment partout. Et j'avais envie de partager ça. Parce qu'en fait, c'est aussi un moyen de réparer l'existant. C'est-à-dire que plutôt que de continuer à racheter quand les choses sont cassées ou sont usées, c'est des outils qui nous permettent de faire perdurer, je sais pas, une machine à laver dans le temps, par exemple, si c'est possible. Donc, de consommer moins neuf et d'essayer de réparer ce qu'on a. Donc pour moi c'était vraiment c'est vraiment voilà important d'essayer de rentrer dans cette dynamique et j'aime ce que je fais, même si le produit est pas facile à expliquer à tout le monde et que tout le monde ne voit pas l'intérêt de ce produit-là. Mais voilà, renseignez-vous sur ce qu'on peut faire avec un tarot, une filière. Et vous verrez que je pense que vous en trouverez certainement l'application dans vos vies autour de vous si vous comptez faire un petit peu de bricolage ou réparer vos objets cassés. Donner une seconde vie c'est ça, aux exactement. Objets. Ah, c'est intéressant. Et du coup, le verbe tarauder vient vraiment de ça ou... Eh ben, on en a discuté avec Georges et sensiblement, ça pourrait peut-être venir de... Voilà, ça me taraude. A priori, c'est quelque chose qui tourne. Qui tourne, donc ouais. C'est quelque chose qui te taraude, c'est quelque chose qui tourne et tourne et tourne sans cesse en toi. Quoi. C'est vrai. Donc, à mon avis, ça vient de là. Okay. La langue française est fascinante. Intéressant. Le fait d'enlever de la matière, tarauder, c'est enlever de la matière dans du métal. Donc peut-être que ça me taraude d'enlever de la matière, je sais pas, dans l'esprit, ça tourne, ça, je sais pas. À force de tourner, on précise sa pensée et on aboutit quelque part. Voilà, certainement. Okay. Peut-être quelque chose comme ça. Ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. On va passer aux questions de Guillaume. Alors Guillaume, tu as une première question donc de Roma aussi que je pose à sa place pour l'instant, elle arrivera après. Tu es mordu de musique et tu participes à une émission spécifique à ce sujet sur Prune. Comment est-ce qu'on fait pour s'y connaître ? Est-ce qu'on finit toujours par se spécialiser dans un domaine ou une époque particulière ? Vous avez 5 heures. Comment on fait pour s'y connaître en musique ? C'est vrai que j'ai lu il n'y a pas longtemps le témoignage d'une bénévole de Prune dans le groupe interne que nous avons, qui justement se présentait comme fille ayant plein de passion, mais ne s'y connaissant pas du tout en musique. Et de cette façon-là, elle s'excluait un peu de tous les autres bénévoles, entre guillemets. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de spécialistes. Et je pense que c'est un peu de curiosité, beaucoup de temps libre. Notamment, pour ma part, c'est notamment pendant l'adolescence, j'avais pas mal de temps libre. Et puis, à l'époque, on n'avait pas Internet, mais on avait des disques et puis quelques bouquins. Et puis, en fait, on avait du temps pour lire les notes de pochette, pour acheter des magazines et lire les magazines. Et pour s'imaginer soi-même. S'y connaître à force de lire et de lire et de lire et de lire, puis d'écouter. Après, on développe des sensibilités. Il y a des artistes qui nous aiguillent vers d'autres choses. Mais c'est un vrai chemin, je pense. C'est comme s'y connaître dans n'importe quel sujet. Donc c'est un chemin de vie qui prend des années. Et puis ta sensibilité finit par t'emmener peut-être plus naturellement quelque part au fil des années. D'accord. Et c'est plus ou moins conscient d'ailleurs. Ça peut être conscientisé ou pas. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est comme la littérature, je veux dire, à un moment, tu te retrouves à 30 ou 40 ans à lire des bouquins d'auteurs spécifiques que tu apprécies et tu sais pas vraiment pourquoi c'est ces auteurs-là qui te captivent. Oui, Brian, pardon. Non, rien. Moi, je soulignais juste qu'effectivement, à une époque, on avait encore des médiathèques qui existent toujours et on ne pense pas y aller forcément, mais il y a on trouve beaucoup de livres, de films, de CD, de vinyles en libre accès et c'est gratuit et du coup, c'est l'accès à la culture. Voilà, je voulais juste souligner ça parce que je pense que c'est important et qu'on oublie, on télécharge beaucoup, mais on oublie ces lieux qui proposent encore. Pas mal de choses, ouais. Plein de petites pépites oubliées sur les bancs des médiathèques, effectivement. Brian, tu avais aussi une question du coup pour Guillaume. Et oui, effectivement. Alors, tu as une passion peu commune. Tu as une passion pour les campings municipaux.
Est-ce que tu peux nous en raconter un peu plus? Parce que ça me, comment dire, ça me taraude là. J'ai mis ça dans la liste de thèmes de prédilection, puisque c'est quelque chose d'assez récent. Contrairement à pas mal de gens, je pense, qui ont été au camping avec leurs parents pendant leur enfance, moi, c'est quelque chose d'assez tardif, que j'ai découvert plutôt avec les copains ou avec mes petites amies, plus tard, plutôt après 20 ans, etc. Et j'ai une petite passion pour les campings municipaux, parce que je trouve qu'on retrouve plein de choses assez vraies dans les campings municipaux. Il y a ce petit côté, la vie en communauté, mine de rien, parce qu'on vit un peu les uns avec les autres, on s'entend les uns les autres. Il y a évidemment le traditionnel et célèbre rouleau de PQ sous le bras. C'est un symbole hyper... Le fameux. Mais c'est assez drôle de Si ça, voir c'est pas de la complicité, voilà, je sais pas s'il y en a. on lâche quelque chose quand même quand on va en camping. En l'occurrence, dans le dernier camping où j'ai été, il y avait du papier toilette dans les toilettes. Voilà, on est en train de parler de ça à Et là, 13h15. c'est quand même le luxe du camping, ça. Voilà. Pourtant, c'était un 2 étoiles. Hein. C'est là que ça fait la différence. À un moment, c'est ce genre de détail qui fait la différence, d'accord. Donc c'est l'ambiance, c'est la convivialité, c'est... C'est ça, la rencontre parfois aussi, même si c'est pas toujours évident. Il faut rester un petit peu de temps. Parce que quand tu restes 2-3 jours, c'est pas suffisant. Oui. Mais il y a souvent des rencontres qui se font. Il y a souvent un petit bar du camping. Sans aller forcément jusqu'à avoir des animations du samedi soir, etc. Mais j'aime bien cette ambiance. J'aime aussi beaucoup camper sauvagement, comme on dit. Faut pas le dire trop fort. Oui, non, mais je comprends. Moi, tu vois, c'est un peu différent de toi parce que j'ai des souvenirs de camping qui datent de mon enfance. J'ai beaucoup fait de camping avec mon père. Et forcément, quand t'es plus jeune, t'as 7-8 ans et t'as les petites amoureuses que tu rencontres pendant 3-4 jours, tu sais. Première main que tu prends, premier bisou, et puis on est déjà reparti. C'est terrible, ça. Moi, j'ai un rapport un peu doux amer au camping, malgré tout, hein, quand même. Un peu de cœur brisé sur le chemin. Et pour compléter ma question, juste, Guillaume, est-ce que tu as un petit camping à nous partager le dernier ou pas le dernier que tu as aimé récemment, sans faire de pub en proprement dit, mais voilà, est-ce que tu as un endroit de prédilection où tu aimes retourner ou pas? Je ne suis jamais retourné dans un camping. Tiens, je vais peut-être faire ça. Non, je vais citer le dernier où j'étais, celui de l'île-Dieu, qui est le seul camping de Lille. Et c'est très bien. Ok. Il y a des arbres, c'est juste à côté de la plage. Il n'est pas très cher. La tranquillité, je suppose aussi sur l'île-Dieu. Tranquillité relative. Hein. On avait un groupe de protection de la Ligue, la Ligue de LPO. protection des oiseaux Ouais. qui était venu étudier les goélands. C'était assez amusant parce qu'ils ne se connaissaient pas les premiers jours et puis après ils se sont mis à rentrer de plus en plus tard. Ouais, ils ont créé une sacrée cohésion. Ils ont créé une sacrée cohésion. Merci Guillaume. Ça crée des liens. Et puis ma question, Guillaume, avant la petite pause musicale, il y a un pan de ta personnalité que je connais très peu, c'est ton addiction aux actualités. Tu nous en as parlé dans tes centres d'intérêt. Est-ce que c'est une façon pour toi de suivre ton siècle de près, de ne pas être dépassé par l'époque? Il y a un peu de ça. Il y a c'est un peu une façon de tuer le temps aussi, bien sûr. Et il y a quand même avant tout un intérêt. Mon grand-père lisait le journal absolument tous les jours. Je comprenais pas trop quand j'étais gamin. Je trouvais ça même très chiant. Il conservait tous ses journaux dans une pièce organisée date par date, avec des petits post-it sur chaque journal pour savoir ce qui s'était passé dedans. Il ne les a jamais revus. Du coup, je pense qu'il y a une petite part de moi qui a quand même été marquée par ça. Et je continue à lire beaucoup les actualités, mais ça en devient parfois une addiction, parce que du coup, on peut aujourd'hui rafraîchir la page du Monde toutes les 2 heures et avoir des nouvelles choses à lire. Donc c'est à la fois une bonne chose, parce qu'on apprend plein de choses, on s'ouvre sur le monde, mais en même temps, ça en devient une addiction aussi. Puis ça déprime un petit peu de temps en temps quand même. Ça peut déprimer un peu en même temps. Les infos. Même si j'aime bien sentir ce que peut être l'humanité dans son entièreté. Voilà. Sentir le cœur de l'humanité qui bat. Exactement, oui, même si c'est parfois atroce, effectivement. Oui, à toutes les époques, je pense. On va faire une petite pause musicale. Il est 13h23, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et tout de suite, on continue l'interview. Cette fois-ci, on va se tourner vers Roma, notre chroniqueuse polar. Roma, je t'en prie, tiens, Brian, la première question émanée de toi, a priori. Effectivement, bonjour Roma. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Et j'ai une petite question pour toi. Je sais que t'aimes beaucoup la création et j'aimerais savoir comment celle-ci est arrivée dans ta vie. Qu'est-ce qui t'a conduit à créer ou à faire ce que tu fais maintenant,
Ça dépend. Création, c'est très large. Est-ce que, je sais pas, il y a quelque chose dans la création spécifiquement dont tu veux que je parle ou faut que ce soit juste assez large? Ouais, plutôt assez large. Plutôt assez large. Comment les premières choses que tu as commencé à créer de tes mains? Est-ce que c'était petite, tu étais très manuel? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que c'était venu plus tard? Je sais pas, pour fabricant des vêtements, fabricant, je ne sais pas, n'importe quoi. Je pense que je peux très largement remercier mes parents. Parce que mon père déjà est magicien et ma mère a été assistante de ce magicien pendant de nombreuses années. Donc C'est génial, j'ai ça. été, oui, une petite Roma dans les jupons de mes parents artistes en gros. Et du coup, la création très naturellement m'entourait, je pense, depuis toujours. On m'a inscrit très tôt à des cours de danse. Pendant des vacances, mes parents invitaient des amis qui étaient peintres, photographes. Donc j'ai vu beaucoup de gens peindre. Nous, on nous laissait très libres. Voguer dans Entouré les... d'artistes, quoi, un petit peu. Entouré d'artistes, voguer, mettre les mains dans la peinture. Je me rappelle d'un souvenir où, enfant, à un petit déjeuner, mon père s'est levé assez tard. Et avec mon frère, on a décidé de lui peindre le visage et il s'est laissé faire. Des petites choses comme ça où voilà, je pense qu'en fait très tôt déjà c'était un grand terrain de jeu quoi, la vie par rapport à l'art. Ah, donc du coup, ok, donc tu as baigné dedans depuis toute petite, ce qui t'a emmené à... Comme à Obélix ça dans la maintenant. potion magique. C'est ça. Exactement, c'est ça. Guillaume, c'était quoi ta question pour Roma? Ça rebondit là-dessus. J'ai eu la chance de te voir danser dans certaines fêtes que nous avons fait ensemble. Je sais que c'est une de tes passions. Et je voulais savoir, dans la danse, qu'est-ce qui te meut? J'adore utiliser ce mot, donc j'ai fait exprès Ok. d'utiliser. Qu'est-ce qui me meut? C'est une vachement bonne question. Pardon. Oh, elle était bien envoyée celle-ci, merci Georges. Qu'est-ce qui me meut dans la danse? Ça fait un très bon lien parce qu'en effet, je danse depuis que je suis très très jeune. Le mouvement au début n'est pas forcément libre finalement. Quand on commence à prendre des cours, c'est plutôt on va te donner une idée de ce qu'est la danse, quel mouvement il faut faire. On te donne vraiment beaucoup de cadres, surtout dans la danse classique et moins dans la danse contemporaine ou des choses comme ça. Donc au début, il n'y a pas tant cette énergie et cette liberté qu'on peut retrouver. Mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est plus le rapport à la musique. Et comme tu le cites, des moments où c'est pas forcément une représentation sur une scène, où en fait on se laisse porter par la musique et puis on a besoin de est-ce que c'est s'oublier ou se retrouver? Je crois que c'est un énorme mélange entre les deux. C'est un paradoxe total, mais qui se rejoint super bien. Où à la fois on se transcende et on se ressent énormément, et à la fois on s'oublie aussi et on disparaît. Donc à la fois on existe énormément et à la fois on disparaît complètement. Et moi, c'est l'effet que ça me fait. Et je trouve que c'est fou. Enfin, c'est presque être un peu comme sous une drogue, mais sans drogue. Donc c'est génial. Et c'est marrant, parce que ce que tu dis là, ça me rappelle exactement l'écriture de la poésie, en fait. C'est exactement ce que tu viens de dire. D'accord. S'oublier et en même temps se retrouver. Se dissoudre dans les mots et en même temps trouver quelque chose de fondamental au cœur de toi-même. Donc, J'avais jamais pensé que ça pouvait s'appliquer au poésie et niveau des danse. mots. Donc, Poé danse, dansez-y. Et moi, ma question maintenant. Parmi tes passions récurrentes, il y a le théâtre qui fait partie de ta vie depuis quelques années. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience justement dans le milieu du théâtre? dans le milieu très globalement du théâtre. Oui, par exemple, je sais pas, une ou deux expériences marquantes pour toi dans ce milieu-là. C'est très amusant parce que donc on est samedi, donc jeudi soir de cette semaine. J'ai fait ma dernière représentation de théâtre qui a été ma première représentation de théâtre d'improvisation. Parce que cette année, depuis septembre, je suis dans une petite troupe associative, amateur de théâtre d'impro. Et c'était très chouette. Je me suis découvert une capacité à jouer le coq de manière très farfelue. Merveilleusement bien, je confirme. Voilà. Sinon, j'ai fait aussi du théâtre un peu... Enfin, c'est pas tant du théâtre classique, mais c'est du théâtre de comédie club. Donc ça se rapproche un peu du stand-up. C'était très sympa aussi. Le seul regret que je peux avoir dans toutes mes
toutes mes expériences avec le théâtre, c'est qu'en général, quand c'est associatif, ou même quand on parle d'un groupe humain, c'est très difficile de tenir un groupe et qu'à la fin de l'année, vraiment, le groupe reste inchangé, fondé, soudé, et que le spectacle puisse tenir. Et là, j'ai été souvent déçue parce que des personnes sont parties au dernier moment, pour des impondérables, finalement ne pouvaient pas venir, finalement ont eu peur. Mais Et du pour coup, pour qu'une aventure humaine aille vraiment au bout et que toute l'équipe Ouais. reste soudée, c'est quand même plus chouette, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, je reste encore un peu frustrée. C'est pour ça que je perdure, je persiste avec le théâtre parce que je me dis, un jour, je vais finir par trouver la troupe ou le groupe de personnes, d'individus qui vont avoir envie de rester ensemble et envie de créer ensemble une même pièce ou qui vont tomber amoureux d'une même pièce ensemble. J'espère que ce sera un coup de foudre, pour le coup. Mais je pense que ce que tu dis là, c'est parce que ça va aussi dans une forme malgré tout de professionnalisation, tu vois. C'est un endroit où tout le monde a choisi d'être là, a envie d'être là et sait qu'il va tenir jusqu'au bout du truc. Parce qu'il y a une vraie passion. À un moment où si tu fais un petit peu ça en hobby, en dilettante, pour t'amuser comme ça une fois de temps en temps, peut-être que ça te lie pas à la discipline. Eh ben écoute, autant, quoi. c'est une très bonne remarque. Je trouve simplement dommage que des personnes qui peuvent être très passionnées mais qui veulent pas forcément s'engager dans une vie professionnelle ne puissent pas tenir des engagements. Moi, je pense que on peut être tout aussi passionné même si c'est pas notre métier en fait. Donc il y a plein de gens, je pense, qui sont dans l'associatif, qui sont passionnés par ce qu'ils font, notamment là on est en plein dans la radio, je pense qu'il y a plein de gens qui sont passionnés par la radio par exemple, et qui se tiennent à des engagements qu'ils ont pris en début d'année et qui continuent à venir à chaque fois en fait. Bah oui, c'est Donc, certain. Hein. je suis pas... C'est un constat, mais je pense qu'aussi ça peut exister des personnes qui s'engagent vraiment pour, par exemple, l'humanitaire, je veux dire, ou pour plein de... Ouais, plein pour d'associations. l'amour de la chose, tout simplement. quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Ça marche. Bah, on a pris un petit peu de retard, on va enchaîner, on va finir sur mes questions. Du coup, je vous laisse choisir. Il faut qu'on trouve des questions. Apparemment. Oups. Alors, très vite. Je vais commencer avec ma question, du coup. C'est quoi ma pointure? Georges, Oui. tu viens d'animer l'émission pendant 8 mois. Je sais que tu souhaites continuer l'année prochaine. Si tu devais améliorer quelque chose pour la prochaine saison, ce serait quoi? C'est la question à laquelle, parce que moi j'avais un petit peu les questions à l'avance, mais je me suis forcé à pas y réfléchir du tout. Améliorer. C'est une question très difficile parce que très sincèrement et très humblement, je suis vraiment content de la petite recette un peu de cuisine là qu'on a créée en studio pendant 9 mois ensemble. La partie avec l'interview de l'invité où on laisse quand même à la personne le temps de développer son univers, d'avoir vraiment 20 minutes pour elle, 20 minutes pleines, parfois un peu plus d'ailleurs, avec les chroniques, avec Truc de Fou. Peut-être sur Truc de Fou éventuellement, peut-être qu'on pourrait trouver d'autres gimmicks, d'autres choses à faire encore plus participer les chroniqueurs, le ou la réalisateur. Voilà. Mais à part ça, je dois dire qu'en fait, je suis assez content de la recette de Coup de Foudre telle qu'on l'a proposée. Et la preuve, ça s'est ressenti puisqu'on a été plusieurs fois au classement d'Apple Podcast, très bien classé cette saison. Donc non, moi je suis plutôt content de l'émission telle qu'elle est. Ok, super. Et moi, Georges, j'avais une petite question pour toi. Du coup, tu écris depuis de nombreuses années et je voulais savoir comment la littérature et la poésie te permettent de communiquer avec le monde qui t'entoure. Je pense que tu peux mettre quelques heures à répondre à cette question. Mais voilà, brièvement. Je dirais juste, en très brièvement, différemment. Juste, différemment. Parce que le langage, à la base, c'est quoi? C'est quelque chose d'utile. C'est tout. Donc c'est quelque chose dont on se sert tous les jours pour dire je vais acheter une baguette, tu peux me passer le sel, tu vois, des trucs, la fenêtre est pétée, j'en sais rien. Et la poésie et la littérature en général, c'est exactement comme n'importe quel autre art en fait. C'est juste une façon de prendre ce machin utile et de le tordre et d'en faire quelque chose de pas utile. C'est plus joli lorsque c'est inutile, disait Saint-Exupéry. Et pour moi, c'est ça, c'est que foncièrement, quelque chose qui n'est pas utile et qui cherche simplement autre chose, à faire autre chose avec la langue, à faire du son pour le plaisir du son, à de l'image pour le plaisir de l'image. C'est une forme de divertissement en soi, en fait, tout simplement, à la fois pour celui qui le fait et pour ceux, et on espère, qui reçoivent. Donc, ouais, c'est ça que ça me permet de faire. Ça me permet de penser à quelque chose et de me dire, par exemple, tu vois, comment dire à quelqu'un « je t'aime », tu vois. La phrase « je t'aime », on l'a dit tous. Mais si tu dis à quelqu'un « je t'aime » comme un tracteur dans un champ à 5h du matin, là, c'est de la poésie. Parce que personne ne comprend réellement ce que ça veut dire, mais toi, c'est ce que tu ressens. Tu vois. Ok. C'est cette unicité qui la rend intéressante pour moi.
C'est beau. J'ai Si. envie de laisser un peu de temps. C'est le tracteur qui t'a ému? C'est le tracteur. Moi, je trouve ça beau de pouvoir faire de la poésie avec un tracteur. Ah, on peut faire la poésie avec tout. J'avais une petite question sous-jacente qui, à côté de tes activités littéraires, tu as une chaîne YouTube sur laquelle tu lis beaucoup de poésie. Et là, tu as choisi de lire un roman, carrément. Le roman Guerre de Céline. Oui. D'où est venue cette idée? Pareil, très brièvement, en fait, c'est parce que Céline, je ne vais pas revenir sur la controverse Céline, hein, parce que là, c'est pareil, on en a pour une plombe. Mais Céline, en fait, simplement, pour moi, c'est un auteur qui a du goût. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des écrivains, je pense, qui sont faits pour être, pas forcément dits, déclamés, en fait, qui sont faits pour être lus à voix basse et qu'on va apprécier à voix basse, on va apprécier entendre cette petite voix intérieure quand on le lit. Mais quand tu l'arraches à la feuille, que tu le sors et que tu le transformes en percussive, ça sonne pas. C'est pas le cas de Céline. Céline, c'est un auteur qui est fait pour être déclamé, qui est fait pour être dit. Quand tu lis Céline à voix haute, il y a un machin en bouche, un goût, un truc qui se passe, parce que sa langue, elle appelle justement à exister dans l'air, dans le son, dans la percussion, tu vois. Et c'est presque dommage, en fait, de lire Céline à voix basse. Il faudrait le déclamer, il faudrait le gueuler. On sait que Flaubert, il avait un gueuloir, tu vois, donc c'est probablement ouais, pour ça, et juste aussi par curiosité, parce que ayant lu ces bouquins, c'est un inédit, moi je suis curieux, quoi, tu vois, on nous sort un Céline 50-60 ans après, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce machin, et en fait c'est pas mal du tout. Et donc t'as eu envie d'en faire un livre audio sur YouTube? C'est ça, qui est disponible à l'écoute. Le bouquin s'appelle Guerre, donc si vous tapez livre audio Guerre, vous devriez tomber dessus. Ok. Voilà, et on va se faire une deuxième pause musicale du coup. Il est 13h39, vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et tout de suite, c'est l'heure de la première chronique, celle de Roma. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection? Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans l'émission Coup de Foudre. Je m'appelle Roma, j'aime les enquêtes, les énigmes et les mystères, et aujourd'hui je vous propose une chronique un peu particulière. Comme vous le savez, c'est la dernière émission de la saison, alors plutôt que de vous proposer le résumé d'un polar, je préfère vous faire découvrir mon goût pour les séries policières. Quand on aime les polars, on se retrouve facilement à suivre ces séries avec passion. Je crois que tout a commencé sur une chaise d'école, où la veille des grandes vacances, on nous a distribué des feuilles d'exercice de logique, plutôt amusants. Parmi eux, j'ai découvert des casse-têtes, où à l'issue d'une histoire, on doit trouver la réponse à une énigme grâce à notre esprit de déduction. J'ai trouvé l'exercice difficile, ça m'a intriguée et depuis ce jour, j'ai pris goût à me creuser la tête. Par la suite, j'ai aimé regarder des dessins animés comme Détective Conan, Martin Mystère et les Totally Spies. Puis j'ai découvert Inspecteur Derrick lors de vacances chez mes grands-parents. Après le déjeuner, ils s'asseyaient tous les deux dans un canapé en cuir pour regarder ce programme. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une émission allemande qui raconte les pépites de l'inspecteur Derrick et de son acolyte Harry. À chaque épisode, j'aimais m'interroger sur l'identité du meurtrier, c'était prenant. Je comprenais pas pourquoi mes grands-parents finissaient toujours par faire la sieste devant une telle émission. À leur réveil, je prenais plaisir à leur retracer l'intrigue et leur révéler le dénouement. Mon adolescence, je l'ai passée devant NCIS et d'autres émissions policières américaines. J'appréciais beaucoup l'aspect scientifique, les relevés d'empreintes, les analyses de laboratoire qui permettent de traquer les indices au plus proche de la réalité des faits. Pour terminer, j'ai récemment découvert Capitaine Marlowe, où Corinne Maziero interprète une commissaire décalée qui n'a pas la langue dans sa poche, et Les Petits Meurtres d'Agatha Christie, reprenant les intrigues des romans de la célèbre romancière britannique. Ce sont mes coups de cœur du moment, j'ai regardé beaucoup d'épisodes et je ne m'en lasse pas. C'est du très bon divertissement et je vous les recommande chaudement. J'espère que vous avez apprécié ce voyage à travers les séries policières et je vous dis à la rentrée prochaine dans Coup de Foudre. Merci Romain. Il est 13h45 et vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Et c'est l'heure de la rubrique Truc de fou. Vous ne vous reposez jamais, vous. Faits divers de printemps ou d'été, en toute saison, l'actualité regorge de pépites. C'est parti pour la rubrique Truc de fou.
Alors, Truc de fou, c'est une tradition dans Coup de Foudre. On discute un petit peu tous ensemble, en général, l'équipe, autour de choses qui nous ont marqué ces dernières semaines, ces derniers mois. Des belles expériences de vie, des films, des restos, des concerts, plein de choses. Et aujourd'hui, Brian, tu avais envie de nous présenter une petite surprise. Je ne sais pas ce que tu as préparé, mais pour la dernière, tu avais envie. Eh ben, en fait, tu m'as un petit peu pris de court tout à l'heure, pendant l'émission. C'est-à-dire que je t'avais préparé ton propre quiz éclair. Voilà, je voulais te le faire et du coup je vais quand même te le faire. Ok, ça marche. Voilà, spécialement pour toi, parce que tu l'as fait à tous les invités, tu nous l'as fait faire à nous. Donc je trouvais ça joli de te rendre l'appareil et que tout le monde te connaisse un peu plus à travers ce quiz. C'est que justice. Okay. Donc vitesse ou lenteur? Vitesse. Sucré ou salé? Sucré. Théâtre ou poésie? Poésie. Vote ou abstention? Abstention. Ville ou campagne? Campagne. Apollinaire ou musée? Apollinaire. Thé ou café? Thé. Penser ou vivre? Aïe, aïe, aïe. Vivre. Cochon ou vache? Vache. Oxymore ou métaphore? Oxymore. Organisé ou bordélique? Bordélique. Radio ou télé? Radio. Et voilà. Merci Georges. Merci Brian. J'essaie d'aller le plus vite possible, mais le cerveau ne suit pas toujours. Alors... Je comprends. Est-ce que vous aviez envie les uns les autres, peut-être, sinon de parler de quelque chose de spécifique, d'un truc de fou aujourd'hui, une expérience, un moment, un film, quoi que ce soit? Guillaume, je te vois songeur. Truc de fou du moment, c'est de réapprécier à jouer à des jeux de société. Et il y en a un que j'ai découvert qui s'appelle The Seven Wonders, qui est un jeu, c'est un gros classique. Super jeu. Mais j'ai fait mes premières parties il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'adore, j'aime bien me plonger dans ces trucs-là et comprendre des choses au fur et à mesure des parties, etc. Et alors puis moi, je connais pas ce jeu, excuse-moi. Je connais pas ce jeu. Est-ce que tu peux, je sais pas, nous expliquer un peu le principe? Je voulais pas. C'est un jeu où tu construis des merveilles. Tu construis une cité antique et tu construis une des 7 merveilles antiques. Comme une architecture avec une maison ou... C'est de façon assez virtuelle. C'est un jeu de plateau avec des cartes. Et il y a plein de façons d'arriver à ces moyens. Tu peux faire de la conquête militaire, tu peux aussi gagner par l'économie, tu peux gagner aussi par les arts, la culture, le sport. Ok, coup, c'est presque politique, complet. non? C'est presque un Age of Empire, un peu de plateau. Bah, ça me fait penser à Citadel un peu, pour ceux qui connaissent aussi. C'est un peu comme ça. Dans un peu dans les mêmes principes. Ouais, d'accord, ok. Ah, c'est chouette ça. Et du coup, est-ce que, puisque l'un comme l'autre, vous avez l'air assez versé dans ce jeu, vous êtes quoi? Vous êtes des guerriers, vous êtes des artistes, vous êtes des politiciens Ça dépend des stratégies. D'accord. Ça dépend de l'humeur en fait, peut-être. Ouais. Et des cartes. Des cartes qu'on a dans les mains. Ouais, oui, d'accord. Est-ce qu'il y a une chance aussi sur ce que tu pioches, quoi? Ouais. Ok. Moi, perso, j'avais envie de vous parler d'un film rapidement. Voilà, Utama, La Terre oubliée. On est allé le voir au Concorde avec Roma. C'est un beau film sur le poids des traditions. On va dire, c'est un couple de vieux paysans chiliens qui habitent dans un endroit de la planète où il y a très peu d'eau, c'est le désert, et en fait, avant, c'était assez luxuriant, il y avait des cultures, des animaux, de l'élevage et tout ça. Petit à petit, ça s'est transformé justement en terre craquelée, désertique, où il n'y a plus rien, et on voit ce couple de vieux paysans, justement, qui s'accrochent à leur culture, à ces traditions, à vouloir absolument rester, jusqu'à ce qu'un jour, leur petit-fils arrive de la ville et leur dit, pourquoi vous ne viendriez pas un petit peu vivre avec nous, là où il y a de l'eau facilement, sans faire 5 km jusqu'au puits, etc. Et c'est vraiment un beau film sur cet entêtement qui peut paraître étrange et qui en même temps est logique, puisque quand c'est tout ce que tu as connu toute ta vie, c'est compliqué de changer, quoi. Voilà. Donc Utama, La Terre oubliée, que je recommande. Moi, j'avais juste un petit truc de fou sur lequel je suis tombé tout à l'heure. C'est vraiment très très rapide. C'est le 22 juin. C'est la journée mondiale sans culotte. Du coup, excellent. J'ai trouvé ce jour il n'y a pas très longtemps, donc le premier jour de l'été, enfin le second jour de l'été du coup. Voilà, donc je vous invite tous à ne pas porter de slip et de culotte le 22 juin. C'est sans culotte, sans caleçon, sans slip, sans rien du tout. D'accord, très bien. Donc je vous invite à vivre nu sous vos pantalons. C'est juste super amusant parce que du coup, vu que c'est caché et que personne ne va voir est-ce que tu as un sous-vêtement ou pas, ça va être la question du jour. C'est ça. Le 22 juin, chaque fois que tu croiseras quelqu'un dans la rue, culotte ou pas? Donc rendez-vous le 22 juin. Très bien, le rendez-vous est pris. On va enchaîner avec ton choix musical, Guillaume. Vous êtes sur Prune dans l'émission Coup de Foudre. Tout de suite, c'est l'heure de la seconde chronique, celle de Brian. S'informer, réfléchir ou se divertir en un éclair, chroniqueuse, chroniqueur, fais ton office. Pas d'objection?
Salut tout le monde, c'est Brian. Aujourd'hui, nous continuons notre tour du monde de la planète. Je vous emmène sur les toits du monde pour finir cette saison avec le vertige. Bienvenue dans la chaîne de l'Himalaya, et plus précisément dans la zone de l'Annapurna. L'Annapurna est un massif de montagnes de l'Himalaya, au Népal, dont le plus haut sommet culmine à 8091 mètres. C'est le 10e plus haut sommet du monde. Pour cette dernière chronique, j'ai décidé de changer de format. Je vais vous présenter cette région à travers l'histoire de deux alpinistes de légende, Jean-Christophe Lafaille et Pierre Béguin. Lors d'une cérémonie à Chamonix en 1991, Jean-Christophe Lafaille, 27 ans, et Pierre Béguin, 42 ans, se rencontrent en remportant tous deux un prix. Le premier pour son solo sur le Mont Blanc et le second pour sa performance au K2. C'est le début d'une grande amitié. Pierre propose à Jean-Christophe l'ascension de l'Annapurna par la face sud, car celle-ci n'a jamais été faite. Quelques mois plus tard, les voilà partis au Népal en train de marcher direction le camp de base de l'Annapurna situé à 4130 mètres. Ils arrivent dès le premier jour à grimper à plus de 2000 mètres en alpinisme. Après une nuit mouvementée à moins 40 degrés, les voilà repartis. Mais la météo devient capricieuse et ils n'arrivent pas à avancer comme prévu. Après plusieurs jours et nuits pénibles accrochés à leurs cordes, à se faire balloter par le vent, la pluie, la neige et les pierres, ils atteignent les 7500 mètres du mont, qui fait 8091 mètres en tout, je le rappelle. Ils ne sont plus qu'à 600 mètres du sommet. Malheureusement, à bout de force et voyant que la météo ne s'arrange pas, ils font demi-tour. C'est le début de leur enfer. La descente est longue et ils progressent mal. Par souci de sécurité, Jean-Christophe décide de doubler son point d'ancrage en fixant un piolet de plus. Il se retrouve avec un seul piolet pour descendre les 7000 mètres restants. Le temps est de plus en plus difficile. Ils sont obligés de faire de nombreux points d'ancrage. Après la pause de l'un d'entre eux, Pierre donne l'un de ses piolets à Jean-Christophe et commence sa descente en rappel quand tout à coup, le point cède et il tombe avec son sac rempli de matériel dans la brume sous les yeux de son coéquipier. Jean-Christophe se retrouve seul et presque sans aucun équipement à plus de 7000 mètres. Son instinct de survie le conduit à poursuivre la descente en prenant d'énormes risques. Heureusement, il a le deuxième piolet que son ami lui avait donné avant sa chute. Il descend petit à petit et malheureusement, des chutes de pierre lui fracturent le bras. Il s'imagine mourir et n'est plus d'espoir. Il veut rejoindre son ami. Mais à nouveau, son instinct de survie le pousse à ne pas s'arrêter là. Il va mettre 5 jours à rejoindre le camp de base avec un bras cassé, mais vivant. Pendant plusieurs mois, il ne veut plus entendre parler d'alpinisme. Il repart tout de même dans l'Himalaya 1 an après et fait l'ascension de son premier sommet de plus de 8000, le Cho Oyu. 10 ans plus tard, en 2002, il repart à l'assaut de l'Annapurna et parvient à le gravir cette fois-ci. En 2006, malheureusement, il disparaît dans le chemin officiel d'ascension du Malakou entre son dernier bivouac à 1600 mètres et le sommet, alors qu'il tentait l'ascension hivernale en solitaire. Leur coup de foudre pour la montagne leur a donné leurs plus beaux moments, mais les a aussi emmenés vers la mort. C'est la passion d'une vie. C'est une histoire très touchante. Je vous recommande de lire le livre « Les prisonniers de l'Annapurna », livre publié en 2003 et racontant leur aventure. Merci de m'avoir écouté. J'espère que cette saison vous a plu et j'espère pouvoir vous retrouver la saison prochaine. Et d'ici là, vivez vos rêves. Merci Brian, un chroniqueur au sommet. On va terminer l'émission et puis du coup la série d'émissions, puisque c'était la dernière de la saison, cet épisode 8, par un morceau qui était dans la série Dark sur Netflix, peut-être que certains d'entre vous connaissent, une série qui est sur les nœuds temporels, etc. Et la chanson est du groupe Apara et elle s'appelle Goodbye, donc au revoir. Je me dis que c'était pas trop mal pour terminer cette saison. Merci Georges pour cette année. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.